Il est 7h44, c'est l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Jean-Vincent Placé, ancien vert, désormais président de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes. C'est avec Emmanuel Cos et Barbara Pompili, une des 3 cautions vertes du gouvernement. Et c'est la première fois qu'il parle depuis son entrée dans l'équipe de Manuel Valls. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour Thomas Soto. Martine Aubry a ouvert le feu contre votre gouvernement. Manuel Valls lui répond vertement dans Le Monde. Cette fois, c'est vraiment la guerre des gauches. Dans quel camp vous situez-vous ? Est-ce que vous êtes valsiste, aubryste, hollandiste, opportuniste, comme on vous le reproche souvent ? Non, mais je ne me prononce pas comme ça. Je suis membre du gouvernement, donc je suis évidemment sous l'autorité du président de la République François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls. Ils m'ont fait le grand honneur, et moi ce n'est pas de l'opportunisme, c'est les responsabilités. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut réformer le pays. Je suis en plus en charge de la réforme de l'État et j'en suis très, très fier. Et il faut le simplifier, ce pays, il faut le libérer. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment sur le plan de l'État, sur le plan de l'économie, vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des citoyens qui ont besoin de moins de paperasse, qui ont besoin de plus de simplification, qui ont besoin de changer les choses. Donc voilà, je suis au travail et j'essaie justement plutôt d'ailleurs d'éviter les querelles inutiles. Là, on n'est pas complètement... On va parler de la simplification tout à l'heure, mais on n'est pas complètement dans les querelles inutiles. On est vraiment sur une sorte d'affrontement d'idées, un bloc d'idées, idée contre idée. Il y a deux gauches là, clairement. Oui, bon, je sais que c'est le débat du moment. Moi, je pense qu'il faut essayer d'aller au fond et de voir les sujets. Par exemple, sur le texte de Myriam El Khomri, j'entends beaucoup de cris, j'entends beaucoup de vindictes, j'entends beaucoup de mobilisations négatives. Rien ne vous gêne dans ce texte en l'état ? Non, mais moi, je soutiens ce texte parce que justement... Totalement. Oui, je soutiens ce texte totalement parce que tout ce qui le concerne, quand on regarde les faits sur la durée du temps de travail, on ne touche pas aux 35 heures, on essaie de justement d'ouvrir le sujet. Sur les licenciements, ça ne paraît pas infamant. Sur les questions des indemnités prud'homales, eh bien, il y a des interrogations qui ont été poussées et qui trouvent des concrétisations dans ce texte. Et par ailleurs, ce texte n'a même pas encore été présenté au Conseil des ministres et ce texte doit être présenté le 9 mars. C'est fabuleux dans ce pays, c'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre en avant un avant-projet qui va au Conseil d'État pour voir notamment l'aspect juridique, tout le monde se met déjà à hurler. Enfin, franchement, on peut pas travailler comme ça. Donc vous ne comprenez pas aujourd'hui une partie de l'émotion de la gauche ? Non, je ne comprends pas pourquoi on arrive, alors qu'il faut s'unir et se rassembler. On voit la situation du pays, on voit quand même... Qui pouvait penser, il y a quelques années, qu'on se retrouverait dans cette situation-là ? La crise mondiale est là, il y a les difficultés du terrorisme, la question internationale, la crise... que nous vivons. Et puis il y a le problème du chômage qui n'est pas résolu, qui était l'engagement numéro 1 de François Hollande. Oui, c'est aussi pour ça que ça se cristallise à gauche. Vous avez entendu Martine Aubry, j'imagine, et ses critiques. Oui, mais j'entends bien le sujet de la cristallisation à gauche. Mais franchement, et c'est là où je soutiens aussi évidemment le gouvernement dont je suis membre, c'est qu'il y a, à mon avis, une idée de nécessité de rassemblement, y compris au-delà de la gauche. Et un besoin de clarification aussi pour les électeurs de gauche. Oui, mais probablement qu'il y a un besoin de clarification et d'aller au-delà même de la gauche. Et c'est ça peut-être, à mon avis, qui perturbe, peut-être pas Martine Aubry, je ne sais pas, mais au moins M. Mélenchon, M. Laurent et probablement les Verts dans ce qu'ils sont restés. Vous parlez de la gauche et moi, je vous au-delà de la gauche, Jean-Vincent Placé. Et Martine Aubry l'a dit ce matin, on l'entendait à 7h, elle veut une primaire à gauche, même si François Hollande est candidat. Et vous ? Non mais... J'ai compris, c'était votre sujet principal, mais comme je le dis... Non, c'est un des sujets d'actualité aujourd'hui. J'essaie de vous dire, moi... qui est mené par une ancienne patronne du PS. Ce qui fait que nous sommes... avec beaucoup d'amis, et notamment ceux que j'ai réussi à rassembler dans l'Union des démocrates et des écologistes, l'UDE, c'est que nous cherchons une recomposition sur le fond, avec la même vision de la mondialisation, la même vision de l'Europe, la même vision de la République, évidemment la même vision de l'économie et de l'écologie. Moi, quand je vois que quelqu'un comme Frédéric Lefebvre veut soutenir le texte de Myriam El Khomri, comme d'ailleurs il voulait voter pour le texte d'Emmanuel Macron. Je me dis que là, enfin, on peut peut-être arriver à avoir des convergences nécessaires pour le pays. Je trouve stérile de plus en plus... C'est Jean-Vincent Bayrou, là, c'est des majorités, y compris avec la droite. Non, mais c'est pas une question de majorité avec la droite, c'est pas une question de tactique, c'est pas une question politicienne, c'est de savoir autour de quoi on peut se rassembler. Donc, quand on a une politique qu'on mène, eh bien moi, je vais vous le dire aujourd'hui, j'assume, je suis beaucoup plus à l'aise pour discuter de tous les sujets économiques et sociaux, et y compris de liberté pour l'entreprise et de simplification pour les usagers et pour les entreprises, avec
Nathalie Kosciusko-Morizet, je suis plus à l'aise avec Frédéric Lefebvre, avec Jean-Pierre Raffarin, qui était mon collègue au Sénat. Et c'est vrai que quand j'entends Jean-Luc Mélenchon... beaucoup de personnalités de droite et assez peu de personnalités de gauche. Revenons, parce que vous le disiez, on a beaucoup de sujets de fond abordés. Je voudrais que vous répondiez. Est-ce que vous souhaitez une primaire à gauche, même si François Hollande est candidat l'an prochain ? Alors, moi, je suis très très clair sur ce sujet. C'est que la primaire à gauche a un intérêt à partir du moment où, d'une part, la démarche est sincère et qu'il s'agit de discuter sur le fond et d'essayer de rassembler et d'unir. Si c'est juste pour faire quelque chose qui ressemble à du Hollande bashing, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je note par ailleurs que justement Jean-Luc Mélenchon n'y est pas. Donc moi je pense qu'elle a un intérêt s'il y a tout le monde, y compris Jean-Luc Mélenchon. Et je le dis aussi par ailleurs très clairement, franchement, en septembre, octobre, novembre, décembre, il y a tout simplement l'Assemblée Générale de l'ONU, il y a les rendez-vous internationaux, il y a un sujet qui me préoccupe moi, c'est le partenariat pour le gouvernement ouvert qui va être présidé par la France et qui va être présidé par le chef de l'État. Non. Et vous imaginez très simplement que le président de la République, et j'y arrive, le président de la République serait en campagne à discuter avec, et j'ai du respect pour eux, attention, hein, c'est pas du dédain, avec Pierre Laurent, avec Clémentine Autain, dans des estrades, dans les arrondissements parisiens, à faire des petits meetings. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc je le dis très clairement, si la primaire est faite pour unir et rassembler, et que tout le monde y participe, pourquoi pas ? Si le président de la République, et moi j'en sais rien, je ne suis pas le porte-parole du président de la République, si le président de la République souhaite à un moment, et pour ma part je le souhaite, être candidat, eh bien non, on ne fera pas de primaire avec le président de la République. On va parler de la simplification dans un instant, mais j'ai deux questions très concrètes. La première sur Notre-Dame-des-Landes. Demain, les opposants au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes vont de nouveau manifester à l'appel d'Europe Écologie Les Verts, votre ancienne famille politique. À la question, voulez-vous, oui ou non, de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous répondez oui ou vous répondez non ? Moi, je réponds non. Vous répondez non. Qui doit voter ? La Loire-Atlantique, la région Bretagne, plus les Pays de Loire, qui doit voter ? Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps que je porte l'idée du référendum. Je le porte depuis 6 ans. Ça, c'est vrai. Donc, vous n'en voudrez pas d'être particulièrement content que cette idée, dont je partage la paternité avec mon ami François de Rugy, ait convaincu le président de la République et le Premier ministre. Après, la question du périmètre, j'ai compris que c'était extrêmement débattu. Il y a une espèce, non pas d'imbroglio, mais il y a un petit débat juridique sur savoir comment on organise ce référendum et qui l'organise. Et donc, je crois que nous devons avoir incessamment sous peu un avis, et y compris un arbitrage gouvernemental. Et bien évidemment, moi, je soutiendrai l'arbitrage gouvernemental. Si l'aéroport se fait, si c'est le oui à l'aéroport qui l'emporte, vous mangerez votre chapeau ou vous poserez la question de quitter le gouvernement ? Non, je ne mangerai pas mon chapeau, parce que je pense qu'à un moment, il faut avoir une sortie de crise. Et comme moi-même, j'ai proposé le référendum, et que je souhaite qu'on y participe, c'est un peu comme la primaire, monsieur Soto. Vous accepterez le résultat des urnes. C'est un peu comme la primaire, c'est-à-dire que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, il dit, moi, je ne veux pas participer à la primaire parce que si c'est Hollande qui sort, je ne le soutiendrai pas. Bon, et d'ailleurs, au moins c'est clair, comme ça, il ne participe pas. Et bien, le référendum, c'est la même histoire. C'est-à-dire que si on fait un référendum, qui sera plutôt une consultation, et bien sûr, c'est la démocratie. Vous êtes donc, Jean-Vincent Placé, le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Aujourd'hui, des entreprises vont signer une charte par laquelle elles s'engagent à anticiper le passage à la fiche de paye clarifiée. En gros, c'est 50% de lignes en moins sur les fiches de paye. Mais le problème, c'est pas les lignes, c'est les cotisations, c'est leur mode de calcul. Là, on repeint la carrosserie, non, finalement ? Non, je crois que c'est un sujet essentiel qui a été mis en œuvre. Qu'est-ce que ça va changer pour les salariés ? C'est l'idée du choc de simplification voulu par le président de la République depuis 2013, mis en œuvre par Thierry Mandon et Clotilde Walter, mes prédécesseurs. Et il y a 620 mesures tout de même. Et ce n'est pas rien, des 620 mesures sur la question de la simplification entreprise et usagers. C'est important pour les entreprises aussi ? Bien sûr, parce que vous avez raison, il y a des grands débats généraux de l'environnement des entreprises, la situation fiscale. Moi, je fais partie des celles et ceux qui pensent qu'il faut d'ailleurs sécuriser cela dès le début d'un quinquennat et ne pas changer de mesures tous les ans, y compris par le projet de loi de finances. Mais sur la question de la simplification, c'est très simple. Regardez, vous venez de le décrire, la fiche de paie simplifiée. Ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Personne ne le fait. Là, on le fait. Le gouvernement le fait. Oui, aujourd'hui. Oui, alors ça sera effectif pour les entreprises de plus de 300 salariés le 1er janvier 2017 et pour les moins de 300 salariés, 1er janvier 2018. Et là, aujourd'hui, 100 000 salariés, à partir d'aujourd'hui, j'ai 10 entreprises tout à l'heure, à 10h, je fais un point presse, qui vont avoir cette fiche de paye simplifiée. Cette fiche de paye simplifiée, elle est plus lisible pour les usagers, elle est plus simple pour les entreprises, et j'ai 620 mesures comme ça, et j'espère qu'on m'inviterait assez régulièrement pour pouvoir les présenter, parce que ça change la vie des gens, et c'est ça que je veux faire depuis que je fais la politique. J'ai une dernière question, Jean-Vincent Placé. J'ai retrouvé une interview que vous aviez accordée au JDD le 7 octobre 2011. À l'époque, vous aviez dit ne pas vouloir être secrétaire d'État, maman va penser que je fais le courrier, ajoutant la tradition française veut que quand on a été président de groupe parlementaire, on n'obtienne pas moins qu'une fonction de ministre.
eh bien, ça m'apprendra à faire des plaisanteries avec la presse et avec les fonctions nouvelles que j'ai, eh bien, j'en ferai moins. Vous n'êtes pas déçu? Non, Maman n'est pas déçue? Non, je peux vous dire que je suis très fier et je crois que ma famille aussi. Et moi, j'assume, vous savez, d'être fier de servir la France. Merci Jean-Vincent Placé d'être venu sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.